De retour sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au Rebranding Africa Forum. Le forum se poursuit. Nous vous proposons de le suivre avec nous, toujours en direct de Bruxelles. Le Burkina Faso, c'est ce pays singulier qui est donc mis à l'honneur à l'occasion de ce forum, un pays précurseur à bien des égards. Vous l'avez entendu dans le mot de bienvenue de Thierry Hott, celui qui est à la tête de ce pays, le président Kaboré, un pays de 18 millions d'habitants, eh bien c'est un homme d'action et de conviction, tout comme la personne, l'illustre hôte qui le représente aujourd'hui. Une femme qui a une longue expérience au poste de responsabilité, tant au plan national qu'international, Madame la ministre de l'Économie et des Finances et du Développement de la République du Faso, Rosine Sori Coulibaly. Merci de l'ovationner. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, parce que avoir les éminentes personnalités dans cette salle, et si je commence à utiliser la préséance, je risque d'en oublier. J'espère en tout cas que je pourrai rendre le discours du chef de l'État, puisque mon rôle est de lire le discours sans commentaire. Donc, Monsieur le ministre Willy Borsus, représentant le Premier ministre, et Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique de l'Afrique de l'Ouest, cher Carlos, Monsieur le secrétaire général du groupe des États ACP, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, éminents panélistes, Monsieur le fondateur du Rebranding Africa Forum, distingués participants, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso, par ma voix, se réjouit de l'honneur et du privilège qui lui sont faits d'être sous les feux des projecteurs ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, à la faveur de cette 3e édition du Rebranding Africa Forum. J'adresse mes sincères félicitations aux fondateurs de ce forum pour avoir relevé le défi de la création et de l'animation de cette manifestation. En seulement 3 éditions, celui-ci s'impose déjà comme un rendez-vous crédible et incontournable pour ceux qui veulent contribuer à faire rayonner l'image d'une Afrique qui se construit et qui veut se donner les moyens de prendre en main son destin. Merci aux initiateurs du forum pour avoir consacré une journée spéciale au Burkina Faso. Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter, loin des clichés par nature simplificateurs et déformateurs, un pays aux potentialités réelles, déterminé à vaincre l'adversité pour forger avec succès son avenir. Monsieur le ministre et distinguée personnalité, pendant longtemps, le développement de l'Afrique a été réduit à la création d'industries lourdes dans une stratégie de rattrapage. Il en a découlé quelques succès, mais également une impressionnante vague d'éléphants blancs et même une désindustrialisation. Plus récemment, sont apparues des stratégies de développement qui tendaient à sauter l'étape de l'industrialisation pour atteindre cette improbable ère post-industrielle. L'Afrique a bien été ballottée par ces multiples balbutiements. Fort heureusement, une prise de conscience se fait jour grâce à des cadres de réflexion comme le Rebranding Africa Forum. La nécessité pour nos pays d'intégrer la création d'un tissu industriel dans les stratégies de développement est de moins en moins sujette à discussion. C'est dire qu'un nouvel élan pour l'industrialisation est apparu sur le continent, qu'il faut canaliser pour éviter les échecs ayant caractérisé la première vague de la dynamique industrielle de l'Afrique. En Afrique, l'Afrique doit intensifier ses investissements dans le secteur industriel, diversifier et développer ses échanges commerciaux pour avoir une croissance soutenue. En effet, l'industrie est source d'emplois, d'amélioration de revenus, d'augmentation de la valeur de nos produits d'exportation et de consolidation des progrès technologiques. En somme, elle ouvre des perspectives économiques.
distingués invités, mesdames et messieurs, au Burkina Faso, nous sommes dans la dynamique d'une approche de l'industrialisation doublement caractérisée par la prise en compte de nos avantages comparatifs et celle de notre appartenance aux deux ensembles intégrés que sont l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou UEMOA, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'esprit entrepreneurial des Burkinabés qui les prédispose à la création d'unités de production de petite taille dans divers secteurs d'activité est un atout majeur. Vous comprendrez donc pourquoi les petites et moyennes industries et l'artisanat sont au centre de notre stratégie d'industrialisation. Ces unités, souvent de type familial, méritent d'être encadrées pour accroître leur productivité. Il nous faut renforcer leurs capacités par une plus grande professionnalisation afin d'améliorer la compétitivité de leurs produits. Le dynamisme du secteur agro-industriel est incontestable, qu'il s'agisse des filières fruits et légumes, des agrumes, du coton, etc., pour conquérir des marchés de plus en plus exigeants, les produits burkinabés doivent avoir un label de qualité pour être une référence à l'échelle africaine et mondiale. Les potentialités minières dont regorge notre sous-sol devraient être localement transformées afin de créer des emplois et de la valeur ajoutée. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, pour réussir l'industrialisation de l'Afrique, 3 conditions minimales doivent être remplies. Disposer de ressources humaines qualifiées, réaliser des infrastructures économiques viables, garantir un cadre juridique favorable. Nous devons aussi inscrire notre démarche et nos actions dans le cadre des grands ensembles intégrés que sont les communautés économiques régionales. L'accent doit être mis sur l'amélioration de la production et sa transformation, tout en soutenant nos industries par la consommation de ce que nous produisons. L'intégration est en effet un facteur à fort potentiel, à même de catalyser l'industrialisation d'un double point de vue. En amont, les synergies qui s'y développent doivent permettre de surmonter les écueils éventuels, parfois rédhibitoires, comme la non-disponibilité ou la cherté de l'énergie, ainsi que les coûts parfois élevés des autres facteurs de production. En aval, l'insertion dans un ensemble intégré est génératrice de débouchés indispensables à la viabilité de tout projet industriel. Enfin, l'accès au marché nécessite que les pays africains parlent d'une même voix en matière de négociation dans les accords de partenariat économique. Mesdames et messieurs, en droite ligne du thème du forum, le nouveau référentiel de développement du Burkina Faso pour la période 2016-2020 que nous venons d'élaborer est le plan national de développement économique et social qui fait à juste titre de l'industrialisation par la création de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries un de ses piliers majeurs. Ce plan sera présenté aux partenaires techniques et financiers les 7 et 8 décembre prochains à Paris. Dans la mesure où la philosophie, la substance de ce programme vous sera exposée demain dans le cadre de la journée du Burkina, je voudrais ici simplement insister sur le fait qu'il se fonde sur une forte croissance de notre économie, tout en réduisant les inégalités sociales, rurales et urbaines. Notre vision stratégique est articulée autour des impératifs de bonne gouvernance, de volontarisme économique, de renforcement du partenariat public-privé et de partage équitable des fruits de la croissance. Dans ce sens, des actions fortes seront engagées dans les différents secteurs d'activité pour lever les principales contraintes qui freinent leur développement et améliorer ainsi la compétitivité de l'économie nationale.
Monsieur le ministre, c'était Monsieur le Premier ministre, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, dans un contexte de menaces sécuritaires et terroristes généralisées, au plan national, le développement économique du continent africain est plus que jamais exigence, persévérance et pertinence des choix dans une dynamique de consolidation de l'état de droit et d'amélioration continue de la gouvernance. Le Burkina Faso est plus que jamais engagé dans ce combat pour offrir à ses populations laborieuses des raisons d'espérer d'un lendemain meilleur avec l'appui de ses partenaires au développement. C'est ce message d'espoir que je tenais à partager avec vous, tout en souhaitant plein succès à cette manifestation qui célèbre les succès du continent sur le difficile chemin du développement. Je vous remercie. Cela donc est le message du chef de l'État et je m'associe à lui pour vous remercier pour votre présence et vous souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous demande d'accueillir chaleureusement un véritable financier pluridisciplinaire, Monsieur Tahir Hamid Guilin. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président Kaberuka, le docteur Paul Fokam, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes félicitations et remerciements à mon frère Thierry Hott, à son épouse et à toute la talentueuse équipe du Rebranding Africa Forum pour l'organisation de cette grande cérémonie, pour cette énergie incroyable qu'ils ont et qu'ils dépensent pour l'Afrique, pour le rayonnement de l'Afrique et pour les Africains. Soyez-en remerciés du fond du cœur. Mesdames et messieurs, je peux dire et j'ai pu dire que je suis très honoré de prendre la parole devant une si prestigieuse assemblée et d'y prononcer l'un des mots de conclusion. Et surtout de noter qu'après une longue journée où il y a eu d'éminentes personnalités qui ont fait de très belles présentations, il n'y a presque pas grand-chose à ajouter. Je puis juste me permettre de saluer chaleureusement chacun des intervenants. Toutes vos interventions et la présente invite, mesdames et messieurs, m'amènent à me poser beaucoup de questions, à m'interroger sur le sens et le devenir de l'Afrique et des Africains, sur notre place dans le monde, sur la part, évidemment si la part elle est tellement insignifiante, la part de l'Afrique dans le commerce mondial et dans l'économie mondiale, et à me demander qu'est-ce qu'il faille faire. Mais déjà, pour se consoler, si on peut dire qu'on peut se consoler, et c'est la vérité des chiffres actuels, les statistiques et la littérature économique en champ terrestre de toutes ces dernières années ont montré que l'Afrique, c'est la nouvelle frontière, le continent en croissance, le continent où la classe moyenne grossit le plus vite et en nombre, et là où il faut être. Toutes ces affirmations et ces tendances que les uns et les autres depuis tout au long de cette journée nous ont confirmées, ont de quoi nous réjouir, de quoi nous faire plaisir. Et il appartient aux Africains que nous sommes, et à chacune et à chacun des Africains, de transformer par son travail et par l'attractivité qui dégage toutes ces tendances, ces prescriptions, ces pronostics en réalité palpables. Parce que dans nos pays, dans nos villes et dans nos villages, beaucoup d'Africains ne voient pas encore cette nouvelle frontière. Les Africains doivent, pour survivre, avoir des compétences, la productivité, mais aussi, et je ne pense pas qu'on va nous accuser d'être autarciques ou bien très protectionnistes, en ayant des réglementations sectorielles intelligentes
et qui favorise les autres, mais aussi qui favorise les Africains. Hein, nos réglementations sectorielles, quand je parle de réglementation et de normes, ce matin, les uns et les autres en ont parlé. Nous avons des réglementations en matière d'assurance, en matière de banque, en matière de télécom, en matière des codes miniers, les lois pétrole. Toutes ces réglementations doivent quand même favoriser les Africains. J'y reviendrai. L'Afrique, qui avec sa population nombreuse, son sous-sol, très généreux et très riche, son sol, sa jeunesse et l'envie de changer et d'avoir un avenir plus radieux, fait face à un certain nombre de faiblesses. Et ça a été rappelé tout au long de cette journée. Nous avons une intégration continentale qui est encore à parfaire. Je ne vais pas beaucoup épiloguer là-dessus. Nous avons une part très faible dans le commerce mondial et encore aussi faible dans le cadre du commerce intra-africain. Nous avons une énergie insuffisante et onéreuse. Nous avons une industrialisation à mettre à pied, sinon balbutiante. Et nous avons un secteur privé qui est souvent, je ne vais pas dire plus, laissé à lui-même. Et nous avons de la bonne gouvernance à cultiver. Sans ces préalables, il serait difficile, pour ne pas dire impossible, que l'Afrique ne pourra pas créer suffisamment de richesses, créer suffisamment d'emplois, ou quand elle aura pu créer ces richesses, elle ne pourra pas les garder sur place et les faire fructifier. Et alors, comment faire pour qu'il y ait davantage de création de richesses dans nos pays? Comment faire pour qu'il y ait pour que la productivité africaine s'accroisse? Le débat de ce jour, vous avez tous été là, a beaucoup d'enjeux et il a été à la hauteur des enjeux. Pour ce qui me concerne, je mettrai l'accent, je souhaiterais que l'accent soit mis sur la formation et l'éducation, en reformant les curricula. Nous avons vu qu'on a des très bons mathématiciens ce matin. Donc, en mettant l'accent sur les sciences, les mathématiques, les techniques, l'industrie, au lieu d'aller, comme c'est le cas un peu actuellement, malheureusement, où le tout presque est orienté vers les humanités, les sciences juridiques, politiques, qui sont importantes, mais qui ne doivent pas prendre tout de notre temps. Et nous devons mettre l'accent sur l'énergie, et il y a de très belles initiatives ici et là, mais je pense qu'il faut amplifier ça et penser que l'énergie est le facteur capital. L'accent sur l'intégration économique et commerciale et physique de nos pays, et surtout sur la promotion d'un capitalisme africain. D'un capitalisme africain en encourageant, en autorisant et en privilégiant les Africains à créer des entreprises, mais aussi à leur permettre, quand ce n'est pas eux qui créent ces entreprises, à pouvoir avoir accès au capital de ces entreprises. Ça s'est fait à Dubaï, ça s'est fait dans d'autres zones. Tout le monde demande que pourquoi tel pays africain ne devient pas comme Dubaï, mais en Dubaï, il faut avoir un ressortissant de Dubaï pour ouvrir une société. Nous n'allons pas demander que ça soit un peu de cette envergure, mais qui est quand même, ne serait-ce qu'une fraction minime de la géographie des capitales des sociétés qui sont en Afrique, puisse être ouverte aux Africains. Je pense que ça doit être le cas dans le secteur des banques, des télécommunications, des mines, des ports, des ponts, etc. Et je pense que c'est cela que essaie de promouvoir certains capitaines d'industrie et patrons africains. J'ai en mémoire M. Tenu Eloumelou, qui pense, avec son Afrique-capitalisme, qui pense que le secteur privé africain est essentiel pour le développement de l'Afrique. Et tout ceci pourra se faire si nous avons des régulations sectorielles intelligentes et de normes. Les normes ne doivent pas venir d'ailleurs tout le temps, et pour que nos experts, ils les copient et ils disent que c'est ça. Sans cela, l'Afrique, la nouvelle frontière, ne pourra pas fabriquer
et faire émerger des champions africains de dimension mondiale pour le meilleur. Et elle continuera d'abriter, je pense, des Africains pauvres. Cela dit, il y a eu beaucoup de progrès ici et là qui sont faits, il faut les signaler, la question des visas, au Rwanda, au Bénin récemment, la question des infrastructures qui est en train d'être prise à bras le corps et toutes ces belles initiatives, que ce soit à la Banque africaine de développement ou ailleurs. Donc il faut se féliciter de ça. L'interconnexion énergétique que nous avons ici et là, je pense que le démarrage de INGA vont permettre de résoudre un certain nombre de choses. Mesdames et messieurs, l'année dernière ici même, nous saluons l'avènement du droit OHADA, qui est un droit communautaire africain, qui protège les investisseurs, mais qui permet aussi de parler une même langue d'affaires en matière juridique, et le code ciment. Et nous pensions qu'il fallait peut-être aller davantage vers une certaine harmonisation entre la CEDEAO et notre zone. Je pense que c'est un message qui a été entendu dans quelques banques centrales et aussi au niveau du Fonds monétaire international. Ceci dit, je vais essayer de m'arrêter là. Je ne saurais terminer sans remercier et féliciter une fois de plus tous les organisateurs pour d'avoir mis les petits plats dans les grands. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain orateur de marque n'est autre que M. Donald Kaberuka, élu 7e président du groupe de la Banque africaine de développement en 2005, puis reconduit dans ses fonctions en 2010. M. Kaberuka a mis en œuvre lors de son double mandat de vastes réformes économiques, monétaires et fiscales. Sous sa présidence, la BAD s'est imposée comme la première institution de financement du développement de l'Afrique. Il est depuis, entre autres occupations, haut représentant pour le Fonds de la paix et le financement de l'Union africaine. Je vous demande de réserver un accueil particulièrement chaleureux à M. Donald Kaberuka. Merci infiniment. Mais je voudrais avant tout féliciter Thierry et son équipe et vous tous pour cet effort assez important pour l'Afrique. Alors, je n'ai que 3 points à partager avec vous. Et si vous le permettez, Thierry, je vais le faire en anglais. La première chose que je tiens à dire est la suivante. On parle d'industrialisation. Et j'espère qu'on ne parle pas de l'industrialisation qu'on a connue dans le passé, mais que nous parlons de l'industrialisation de l'avenir. Certains parlent de la 4e révolution industrielle. On ne va pas revenir au XVIIe siècle, lorsque le Royaume-Uni, à l'époque, ont connu comme industrialisation pendant 100 ans, en utilisant le charbon. Et vous savez qu'il a fallu cinquantaine ensuite d'années pour l'industrialisation en utilisant le pétrole. Et puis ensuite, les pays de l'Asie et la Chine ont connu la dernière vague d'industrialisation. Nous parlons vraiment de l'industrialisation de l'avenir et des industries de l'avenir qui vont se baser sur une seule chose, c'est-à-dire le talent. Le talent. Je pense qu'il est important, lorsque l'on parle de ce thème, de parler d'éducation et les compétences que l'on peut acquérir par l'éducation. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, l'industrie du passé et les ressources du passé sont parties. Aujourd'hui, elles ne sont plus là. C'est le talent qu'il faut utiliser pour l'industrialisation de l'avenir. Et je crois que c'est très important que les choses soient claires en ce qui concerne ce point-là. Beaucoup en termes des enfants à l'école, des universités. Donc, on est en train de gagner donc la guerre de nombre, des chiffres. Mais la qualité de l'enseignement a beaucoup baissé. C'est un constat dans tous les pays africains. Donc, je crois qu'au moment où on parle de l'industrialisation de l'avenir, nous devons commencer par le commencement qui est l'éducation. Voilà mon premier point. Je ne veux pas insister là-dessus, parce que je crois que c'est tellement évident.
J'ai un deuxième point à partager avec vous et j'ai demandé à Thierry de montrer ces images. Ils sont 4 images. Ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous savez, ces derniers temps, on a parlé beaucoup de l'Afrique qui ne pèse plus lourd parce que le prix du pétrole, le prix du cuivre a baissé. On n'a pas parlé du fait que l'Éthiopie, malgré ses difficultés conjoncturelles, vient d'inaugurer un chemin de fer électrique, le premier en Afrique, 760 km, qui diminue le voyage entre Addis Ababa et Djibouti de 10 jours à 10 heures. Ça a coûté 3 milliards. Mais c'est cela l'industrialisation. Ça passe par des investissements dans les domaines clés. Alors pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous dis ça? J'ai parlé avec quelqu'un ce matin, Didier Akwete, qui est beaucoup dans le domaine de formation. J'ai dit, mais vous savez, moi quand j'étais jeune garçon, il y avait en Afrique, au moins dans la région où je suis originaire, en Afrique de l'Est, les écoles de chemin de fer. On apprenait des personnes le métier de chemin de fer. Tous les aspects du métier de chemin de fer. Mais je reviens sur ces images. Thierry, il faut reprendre encore les images. Si c'est possible. Je vais vous montrer le défi que va rencontrer l'Éthiopie. Il faut retourner encore en arrière. Voilà. Encore un peu plus. Comme le chemin de fer qui a été fait par la Chine entre la Tanzanie et la Zambie dans les années 70, ça dépendait en fait de la gestion technique par les Chinois. À la fin, son chemin de fer, qui était très important, a dégringolé. Maintenant, la Chine va refaire le travail de réhabiliter ce chemin de fer. Donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est en liaison avec le premier problème. Nous pouvons investir dans des infrastructures. Je l'ai fait beaucoup à la Banque africaine. La base solide de l'industrialisation, mais il faut retourner à la formation des Africains, à tous les niveaux. Voilà mon deuxième point. Mon troisième point, et peut-être que je vais terminer là, c'est cette affaire que je vois dans les journaux ces derniers temps, à cause du prix du pétrole, le prix du cuivre, que oui, l'Afrique, c'est fini. On ne peut pas réduire l'Afrique aujourd'hui au prix du pétrole ou au prix du cuivre. Même au Nigeria, on sait que même si le pétrole compte pour 90% des recettes extérieures, il ne compte que de moins de 20% du PIB national. Mais au niveau de l'assiette fiscale, hors pétrole, il n'y en a que 7% du PIB en termes de recettes. Donc le pays est capable de s'ajuster. Donc mon troisième message pour vous, c'est que laissez à côté cette affaire d'une Afrique qui va au naufrage, parce qu'on est au rebranding. Parlez des véritables problèmes desquels on doit faire face. Comme je disais, le premier, c'est l'éducation. Parce que quand on investit dans l'éducation aujourd'hui, des résultats, on le voit que dans 20 ans, 25 ans. Or, quelqu'un a parlé ce matin, je pense, cet après-midi, le fait que quand on sera donc pratiquement 9 milliards de personnes, d'ici quelques années, la moitié de la croissance sont les Africains. Donc la majorité des habitants de la planète sont les Africains et les gens du Moyen-Orient. Les pays européens, les pays asiatiques devraient se contenter avec une population âgée et des gens au niveau de travail réduit. Donc ce sont les Africains et le Moyen-Orient. Donc l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans l'éducation, c'est cela qui va déterminer si une famille dividende démographique sera réelle ou pas. Non. Il y a, pour tout le monde, aujourd'hui, il y a 5 éléments qui vont faire la différence. Le premier,
c'est que la technologie va tout changer. J'étais à Singapour il n'y a pas longtemps, il y a un professeur qui a fait une présentation où il pense que, à cause des avancées assez importantes de l'intelligence artificielle, le marché du travail va changer. Il va créer beaucoup d'emplois pour ceux qui ont les talents. Pour ceux qui n'ont pas de talent, il faudra réformer ou ça sera laissé pour compte par la globalisation. Ça, c'est la première tendance que nous devons tenir. Donc, ce n'est pas l'industrialisation du passé, c'est de l'avenir. Deuxième chose qui va influencer nous tous, c'est l'accélération de la globalisation au niveau de la finance, du commerce et des mouvements des hommes et des femmes. Donc le monde doit s'ouvrir à la migration, plutôt de chercher de mettre les barrières. Mais j'imagine que si les Africains vont s'inscrire dans ce mouvement, ce sont des Africains qui ont des talents, de chercher par le marché. Troisième élément qui va influencer le monde dans les années à venir, c'est le fait que les pays dits émergents aujourd'hui, même sur des difficultés momentanées, arrivé en 2050, ils compteront probablement pour 60% du PIB du monde. Il y a beaucoup de grands pays aujourd'hui riches qui ne sont plus dans le groupe de G20. Je crois que dans le G20, s'il sera encore là, il n'y aura peut-être pas que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni. Je ne sais pas pour les autres. Je crois qu'à ce moment, la Chine, les pays comme le Vietnam, les pays comme le Mexique, les pays émergents, ça sera eux qui comptent pour la plus grande partie des richesses mondiales. Bon, j'espère que l'Afrique, avec ses 54 pays, finalement, un seul marché, sera membre du G20 à l'époque. Alors, dernier élément qui va influencer beaucoup le monde, c'est donc cette histoire de changement climatique et la compétition pour des ressources naturelles rares. Je ne vais pas insister là-dessus. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le fait que je suis envoyé spécial de l'Union africaine pour le financement de la paix. En fait, le problème qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est que depuis 1945, toute l'architecture de la paix mondiale supposait que c'est le conflit entre les États, souvent pour les marchés ou pour l'influence. Maintenant, on est en phase où les conflits sont à l'intérieur des États, pas souvent par les acteurs non étatiques. Donc, une crise au Moyen-Orient traverse la mer Rouge, devient une crise en Afrique. Ou une crise en Afrique du Nord, très rapidement devient une crise pour la zone de la Méditerranée. Donc nous aurons besoin des institutions qui sont capables de gérer tout cela et dans cette phase de la 4e industrialisation mondiale. Donc, je voulais vous remercier, ce que vous faites avec vos collègues, mais de vous demander que la réflexion à la prochaine soit un peu qualitativement différente. Qu'on ne se pose pas les mêmes questions pour se donner les mêmes réponses. Oui, un peu plus d'infrastructures, oui. Un peu plus d'agriculture, oui, certainement. Oui, un peu plus d'intégration, c'est sûr. Un peu plus de PME, certainement. Et la liste peut être longue. Mais qu'on se pose des véritables questions qui se posent à notre continent, et je pense, pour ma part, c'est cette question de se préparer pour la dividende démographique et l'industrialisation de l'Afrique qui sera très différente de ce qu'on a connu dans le passé. Donc voilà mon message que je vous laisse. Puisque je suis un homme libre ces temps-ci, je peux tout dire. Donc je vous souhaite une 4e séance de rebranding parce qu'on a besoin de se parler assez franchement. Je vous remercie. Avant de clôturer cette somptueuse journée de réflexion,
J'aimerais rappeler sur scène celui sans qui il n'y aurait pas de Rebranding Africa Forum, panafricain infatigable, visionnaire, qui nous fournit ici un cadre singulier pour que l'Afrique ne rate plus les virages comme mentionné plus tôt par M. Amenové, mais plutôt qu'elle affronte ces virages avec courage et brio. Applaudissements s'il vous plaît pour M. Thériault. Nous sommes arrivés au terme de cette première journée. Alors, si on vous demandait de qualifier cette journée, que diriez-vous? Les applaudissements ne répondent pas à ma question. Je veux des qualificatifs. Là-bas? Là-bas? Journée d'espoir. Docteur Fokam? Madame Bachizi? Monsieur Mamadi Sano? Monsieur Seydou Diakité? Monsieur François de Sal-Ouedraogo? Monsieur Philippe Elibi? Monsieur Elie Justin Ouedraogo? Monsieur Lassina Diawara? Monsieur Abdoulaye Sori? Madame Bintou Diallo? Inachevé. En effet, j'ai trouvé cette journée utile et très féconde. Si on me demandait, est-ce que vous êtes utile pour votre communauté? Si on me demandait, est-ce que vous êtes utile pour la société dans laquelle vous vivez? J'aurais envie de dire que notre plus belle, notre plus grande fierté, ce rebranding Africa Forum, c'est d'une part de réunir en un seul lieu, au même moment, autant de sommités que vous êtes, autant de talents africains, très souvent méconnus, autant d'experts, autant de jeunes, de futurs Einstein. C'est cela le rebranding Africa Forum. M. Kaberuka a quitté Washington hier par Vienne. Il est arrivé sans sa valise, mais il est là pour le rebranding Africa Forum. M. Célestin Monga a quitté Abidjan. Il est arrivé, il est reparti à 14h pour Istanbul. Le rebranding, c'était une étape importante. M. Carlos Lopez est arrivé d'Addis Abeba. Il s'est arrêté à Bruxelles pour le rebranding et il prend l'avion pour aller au sommet de Lomé sur la sécurité maritime. C'est ça le rebranding Africa Forum. Vous êtes arrivés de Ouagadougou, très nombreux, malgré vos agendas que je connais très chargés. Vous êtes des capitaines d'industrie pour la plupart, très sollicités. Vous avez fait le déplacement pour le rebranding Africa Forum. À tous, je voudrais dire merci. Nous partageons tous le même amour pour l'Afrique. Beaucoup sont ici nos devanciers. Nous suivons vos traces. Et d'autres, on les encourage à suivre les nôtres. C'est le deuxième pan du rebranding. Est-ce que je suis utile pour ma communauté? Oui. On a eu des sponsors qui ont spontanément, des sponsors et même des mécènes, il y en a ici, ils sont discrets. Je ne veux pas les citer parce que leur modestie va en souffrir.
des mécènes et des sponsors qui ont spontanément accepté d'accompagner cette idée du Rebranding Africa Forum. Je voudrais vous dire à tous, merci du fond du cœur. Vous l'avez fait parce que vous croyez à l'idée. Beaucoup, et tous ici, nous ne sommes pas ici pour les mêmes raisons, mais nous avons un dénominateur commun, l'Afrique. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Le Rebranding Africa Forum, ce n'est pas terminé. C'est la fin de la première journée. Il y a une journée demain. C'est la journée du Burkina. Et le président Kaboré vient d'envoyer un message pour confirmer, pour ceux qui avaient pris des rendez-vous avec certains ministres qui étaient dans l'avion mais qui n'ont pas pu venir, que le ministre des Mines, le ministre du Commerce seront dans un vol régulier aujourd'hui pour venir honorer des rendez-vous pris demain dans le cadre du Burkina D. Et que lui-même, il continuait à suivre. Malheureusement, l'avion a des problèmes, donc il ne pourra pas. Voilà, ça c'était l'information que j'allais vous passer. Vous venez de vivre en direct sur Africa 24 la première journée de ce forum Rebranding Africa, une rencontre, je vous le rappelle, axée sur la question de l'industrialisation de l'Afrique avec le Burkina Faso comme invité d'honneur. Le forum se poursuit jusqu'au 15 octobre. C'est à suivre, bien entendu, sur Africa 24 grâce à nos envoyés spéciaux déployés dans la capitale belge. Merci pour votre fidélité. L'actualité se poursuit sur Africa 24.